fait, donc j'ai deux casquettes de chercheur, enfin, j'ai deux objets d'études principaux en fait aujourd'hui. Un qui est plutôt théorique, autour d'une réflexion sur la guerre, sur la définition de la guerre, sur sa nature, sur sa dynamique, et notamment à travers la pensée d'un auteur que je vais citer à quelques reprises ce soir, qui s'appelle Karl von Clausewitz. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous est familier ou pas. Donc, c'est un militaire prussien qui a combattu dans les guerres napoléoniennes et qui, après le rétablissement de la paix, a écrit un ouvrage très conséquent qui s'appelle De la guerre et qui est un petit peu une des références aujourd'hui dans l'étude de la guerre. Donc, je suis un spécialiste de cet auteur en particulier. C'est vraiment sur sa pensée que je m'appuie pour analyser le phénomène guerrier. Donc ça, c'est le premier volet de mes recherches qui est plutôt assez théorique. Et puis j'ai un deuxième volet qui est plus empirique, plus concret, qui porte aujourd'hui sur le risque de guerre entre grandes puissances et qui interroge notamment les répercussions des évolutions technologiques sur ce risque de guerre, tout particulièrement dans le champ de la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que je développerai plus la semaine prochaine, mais on a aujourd'hui un certain nombre d'évolutions en fait, dans le champ nucléaire qui posent question et qui interrogent sur l'équilibre en fait, sur l'équilibre. Qui interroge sur les équilibres nucléaires entre grandes puissances. Donc voilà, c'est mes deux objets de recherche complémentaires. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la guerre. Et en fait, en guise d'introduction, je voulais commencer par relever deux points. Dans le discours aujourd'hui, par un certain nombre d'experts, par également certains responsables politiques, on met en avant en fait deux éléments qui moi me semblent assez frappants et qui interrogent dans le rapport à la guerre. Le premier élément, c'est que du côté des responsables politiques, on a une réticence à l'emploi du terme de guerre la plupart du temps pour qualifier des situations qui sont des situations d'emploi de la force. Alors l'exemple le plus récent, c'est Vladimir Poutine qui nous dit la Russie ne fait pas la guerre en Ukraine, elle mène une opération militaire spéciale, mais ça n'est que le nouvel exemple en fait, d'une longue liste comme ça de responsables politiques qui trouvent des alternatives au terme de guerre pour qualifier les actions qu'ils prennent. Alors en France, on a eu la guerre d'Algérie qui à l'époque était présentée comme les événements d'Algérie. Plus récemment, l'intervention militaire au Kosovo en 1999, l'intervention militaire en Afghanistan et notamment dans le cadre de la présence militaire française en Afghanistan, on avait eu un incident à l'été 2008, dans lequel 10 soldats français avaient perdu la vie dans une embuscade dans la vallée d'Uzbin, et donc la mort de soldats français en opération extérieure. Et là, le gouvernement, sommé de donner des comptes, eh bien, avait refusé d'employer le terme de guerre et avait vraiment insisté sur le fait de dire la France combat en Afghanistan, certes, mais ça n'est pas une guerre. Donc, on voit ici que, d'une part, le choix de parler de guerre ou non répond en réalité d'une démarche politique, et il y a un intérêt politique derrière le choix d'employer ou non ce terme. En l'occurrence, en Algérie, pour la France, ça visait à ne pas reconnaître le fait que c'était une guerre civile, ne pas admettre que sur ce qui était à l'époque un département français, eh bien, il y avait une guerre qui était menée. Depuis, pour les pays occidentaux, en fait, on rechigne à employer le terme de guerre parce qu'on considère que ça a une connotation très négative qui effraie la population. Et donc, face à des opérations qui sont perçues comme on va dire, limitées et assez loin, impliquant peu de personnel, on préfère ne pas employer ce terme anxiogène. Voilà, c'est le choix des responsables politiques. Donc une connotation qui a pris le terme de guerre qui fait que les responsables politiques ont tendance à s'en écarter. Mais le paradoxe ici, c'est qu'on n'emploie plus le terme de guerre pour qualifier des situations d'emploi de la force. Par contre, on emploie de plus en plus le terme de guerre pour qualifier d'autres situations. Emmanuel Macron, pendant la crise du Covid, nous avait dit « nous sommes en guerre ». Donc, dans des situations où voilà, on n'est pas du tout dans le schéma classique de la guerre, eh bien, les responsables politiques se réapproprient ce terme. Un petit peu plus tôt, le président Johnson aux États-Unis a parlé de guerre contre la pauvreté. On a la guerre contre la drogue, on a aujourd'hui des guerres commerciales, des guerres informationnelles. Donc, on a une réappropriation de termes de guerre qu'on applique à d'autres situations qui ne sont pas des situations militaires, qui ne sont pas des situations violentes, en tout cas dans le rapport à la force physique. Et
in fine, le terme de guerre est un petit peu devenu un synonyme, dans le langage politique, de lutte vraiment importante. Donc on emploie le terme de guerre pour marquer l'importance de la lutte qu'on mène. Donc là, pour parler de mobilisation générale contre le Covid, on emploie cette rhétorique guerrière. Donc on a cet usage un petit peu particulier, un peu paradoxal du terme de guerre. C'était le premier point de départ que je voulais mettre en évidence. Le deuxième point de départ, c'est une idée qu'on retrouve depuis maintenant une dizaine, peut-être quinzaine d'années, d'abord dans le champ en fait, d'un certain nombre d'experts, de think tanks, qui participent aux réflexions sur la défense, sur la sécurité en Europe et aux États-Unis, et qui aujourd'hui a été repris dans le discours médiatique et dans le discours politique. L'idée qu'en fait, alors c'est une thèse qui s'est développée dans un contexte où en fait, on pensait que la guerre interétatique était en voie de disparition, bien avant la guerre en Ukraine, donc à un moment où on pensait ce modèle un petit peu révolu. Et un certain nombre d'auteurs nous disaient la force armée n'est plus un moyen d'action rationnel, raisonnable, envisagé sur la scène internationale. Et donc, les acteurs, les États, vont de plus en plus déplacer leur confrontation dans des domaines autres. Donc, on serait confronté à une forme d'élargissement du champ de la lutte, à de nouveaux domaines qui ne seraient plus militaires, mais eh bien, dans le champ économique, dans le champ de l'information, dans le champ des réseaux sociaux aujourd'hui, dans le champ du droit, l'instrumentalisation du droit à des fins voilà, de lutte contre des adversaires. Donc voilà un élargissement du champ de la conflictualité qui est interprété de deux manières différentes. Pour certains auteurs, ça signale en fait la fin de la guerre. Donc, la guerre est un phénomène qui a existé, qui n'existe plus, et on aboutit donc à une nouvelle forme de conflictualité qui dépasse le cadre traditionnel de la guerre et qui signale soit une disparition à proprement parler de la guerre, soit en tout cas un effacement de la frontière entre guerre et paix. Donc l'idée qu'aujourd'hui on a des situations dans lesquelles on ne peut plus vraiment dire est-ce qu'on est en guerre, est-ce qu'on est en paix. La frontière a été brouillée, les deux concepts en fait seraient plus aussi distincts par le passé, seraient mélangés. On a d'autres auteurs qui nous disent cet élargissement du champ de la conflictualité correspond en fait à un élargissement de la guerre. Donc c'est une transformation ici en profondeur de la guerre qui changerait de nature. Et donc c'est de nouvelles formes de guerre auxquelles on est confronté. Donc il continue à employer ce terme de guerre, mais dans un sens transformé, élargi par rapport à la conception classique. Ce discours, donc, on le retrouve avec un certain nombre d'expressions. Je vous ai mis quelques expressions ici qu'on retrouve de temps en temps. Je ne sais pas si elles vous parleront. Guerre hybride, c'est quelque chose qu'on a retrouvé récemment, ça pas mal dans le discours, et notamment en fait, pour qualifier les actions de la Russie vis-à-vis des pays occidentaux ces dernières années, en fait, depuis notamment les ingérences dans la vie démocratique. Voilà, donc l'utilisation ici de réseaux d'influence, des réseaux sociaux, de nouveaux médias pour aller perturber le processus démocratique dans d'autres États. Ce nouveau moyen de conflictualité, on l'a souvent rendu à travers cette expression de guerre hybride, ou parfois on voit également l'expression de menace hybride. Donc ici, l'hybridation, elle fait écho à cet élargissement du champ de la lutte, notamment. Une autre expression qu'on retrouve pas mal, conflit dans les zones grises. Donc là, ça traduit justement cette idée d'effacement de la frontière entre guerre et paix. Avant, on avait une situation qui était clairement une situation de guerre, clairement une situation de paix. Maintenant, on est dans un entre-deux qu'on a du mal à situer, donc des zones grises, des zones ambiguës. Voilà. Peut-être, ça c'est moins sûr, vous avez entendu parler de la doctrine Gerasimov. Ça, c'était plus peut-être cantonné à une sphère d'experts. Gerasimov, en fait, est le chef d'état-major de l'armée russe, qui, il y a quelques années, a fait en fait un discours qui a ensuite été publié sous forme d'article. Et en fait, un think tanker américain a traduit cet article et l'a republié sur son blog en mettant le titre Doctrine Gerasimov. Et en fait, à partir de ce moment-là, un certain nombre d'experts ont considéré que les propos qui étaient développés dans cet article par le chef d'état-major de l'armée russe correspondaient à une évolution de la stratégie de la Russie qui intégrait justement ces moyens non violents, ces moyens autres de conflictualité, et qui signalait donc une évolution du rapport de la Russie à la guerre et donc à la confrontation sur la scène internationale. Et donc ça a été beaucoup utilisé pour nous dire justement les Occidentaux sont vulnérables
à ces nouvelles manières de faire la guerre, développées notamment par la Russie. Il se trouve qu'en fait, c'était une erreur d'interprétation de l'article qui, en réalité, en fait, présentait les menaces pour la Russie que représentaient, d'après lui, donc les Occidentaux. Et donc, en fait, c'est un article dans lequel ce général Gerasimov mettait en garde la Russie contre ces menaces occidentales et contre le fait que les Occidentaux avaient tendance à recourir justement à des moyens non militaires pour arriver à leur fin. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu disqualifié, mais on retrouve encore parfois des survenances de cette référence à la doctrine Gerasimov. La guerre hors limite, c'est le titre d'un livre qui avait été publié par deux auteurs chinois, deux militaires chinois à la fin des années 90, qui a été traduit en français. C'est le titre français, La guerre hors limite. Et en fait, donc, c'est deux auteurs, donc deux militaires chinois qui, de facto, en publiant un livre à leur nom, en fait, c'était quasiment une forme de doctrine implicite de la part de l'armée chinoise à l'époque. Évidemment, en Chine, les militaires ne peuvent pas publier librement, et donc, voilà, c'était sous leur deux noms, mais c'était quasiment, en fait, la traduction d'une doctrine officielle. Et dans ce livre, en fait, ils théorisent, quant à eux, l'idée d'une transformation radicale de la guerre, qui était centrée sur les moyens militaires par le passé, et qui désormais est élargie à de multiples domaines d'action. Il parle de guerre du droit, de guerre de l'environnement, de guerre informationnelle, économique, commerciale. Bon, vraiment, ils nous disent qu'en fait, dans tous les domaines de la société, tous ces domaines désormais s'ouvrent et deviennent des champs de conflictualité. Et la dernière expression que je vous ai mentionnée, donc le lawfare, c'est une expression qui a vu le jour à la toute fin des années 90 également, cette fois-ci du côté des États-Unis. C'est un ancien militaire américain qui l'a théorisé. Et en fait, cette idée, c'est celle d'une instrumentalisation du droit, initialement à des fins militaires, désormais plus généralement en fait, à des fins de politique étrangère. Donc, utiliser le droit pour mener la lutte contre nos adversaires potentiels. Donc, on voit une profusion comme ça de concepts qui tous ont en commun cette idée d'une extension du champ de la lutte à de nouveaux domaines non militaires. Comme je vous le disais, donc on a deux positions en fait en réaction à ça. Une première position qui nous dit la guerre est transformée, donc le phénomène de guerre connaît une transformation radicale, et donc ces nouvelles formes là qu'on observe, c'est bien la guerre, mais c'est une nouvelle forme de guerre. Et c'est notamment donc la position qui est défendue par les deux militaires chinois que je mentionnais, et je vous ai mis une petite citation extraite de leur ouvrage qui est assez révélateur par rapport à ça. Ils nous disent donc nous observons une diminution relative de la violence militaire, nous observons en même temps un accroissement de la violence politique, économique et technique. À l'évidence, la multiplication des moyens a élargi la conception de la guerre, avec pour résultat l'élargissement du domaine de l'activité guerrière. Donc leur propos est très clair ici. L'autre position, comme je vous le disais, donc, consiste plutôt à parler d'effacement de la frontière entre guerre et paix. Et donc je vous ai mentionné juste un autre auteur qui, lui, défend cette position-là, et qui résume vraiment bien en fait toute cette littérature sur l'effacement de la frontière entre guerre et paix. C'est une citation, j'y ferai écho en fait un petit peu plus tard, donc je me permets de la lire, même si elle est un peu longue. Il nous dit l'idée binaire de la guerre et de la paix est de plus en plus remise en question par l'idée que l'environnement sécuritaire actuel ne reflète ni l'un ni l'autre de ces deux États. L'accélération et la convergence de la géopolitique, de l'information, de la technologie, des données et de la démographie ont créé un ensemble de défis sécuritaires qui brouillent de plus en plus les frontières entre ces concepts traditionnels. La compétition brouille la différence entre la guerre et la paix, les États menant des opérations militaires qui emploient des tactiques et des approches opérationnelles mixtes. Et donc, à partir de ces deux constats initiaux, donc d'une part, cet usage paradoxal du terme de guerre, qu'on emploie moins pour qualifier des formes de violence militaire qu'on emploie pour qualifier donc d'autres événements, et puis cette idée d'un élargissement du champ de la lutte qui signifierait soit une transformation radicale de la guerre, soit un effacement de la frontière entre la guerre et la paix. L'objectif de ma conférence va être d'interroger ce concept de guerre, et puis voilà, dans ce contexte de voir est-ce que ces auteurs ont raison, est-ce qu'il faut les suivre dans la voie qu'ils proposent ou pas. Pour
pas faire durer le suspense très longtemps, je vais vous donner ma position et celle que je vais défendre. Moi, je défends une conception on va dire, complètement traditionnelle de la guerre. Je pense que ces différents auteurs se trompent complètement. Et je pense que tous ces nouveaux concepts ne sont absolument pas pertinents. Voilà, je vous propose de revenir, en fait, de reconstruire un petit peu la définition classique de la guerre ensemble, pour voir ce qu'on met derrière et pour voir les lacunes de ces différentes approches que je viens d'évoquer. Alors, qu'est-ce que la guerre ? Un premier élément de précision avant d'en venir à la définition à proprement parler, en mentionnant donc, ici une distinction qui est opérée justement par Karl von Clausewitz, dont je vous parlais tout à l'heure. Karl von Clausewitz introduit une distinction dans son ouvrage qui s'appelle De la guerre entre le caractère de la guerre et l'essence ou la nature de la guerre. Et ce qu'il nous dit en fait, c'est que la guerre est un petit peu un caméléon, c'est-à-dire qu'elle peut changer de forme. Le phénomène fondamentalement sera toujours le même, mais va prendre des représentations différentes selon les époques, selon les situations. Et donc on a évidemment une essence de la guerre qui, elle, est constante, qui est invariable, qui nous permet d'imposer ce concept, ce terme de guerre à certaines situations. Mais le caractère de la guerre va varier en fonction des époques et en fonction d'une multitude de facteurs possibles, technologiques bien sûr, mais également sociétaux. Le degré de mobilisation populaire, par exemple, pour aller combattre, est un élément qui va jouer sur le caractère de la guerre. Et donc on va avoir des périodes de guerre plutôt interétatiques, des périodes de guerre plutôt marquées par la confrontation entre des États et des acteurs non étatiques, des périodes de guerre plutôt limitées, des périodes de guerre plutôt totales. Tout ça, c'est des variations continuelles donc, du caractère de la guerre, mais fondamentalement, on est bien confronté à un phénomène qui, au fond, est identique. Et donc, c'est à cette essence de la guerre que Clausewitz s'intéresse, qu'il essaie de mettre en avant. Et donc, c'est sur cette essence de la guerre que moi je vais me concentrer aussi. La définition que je vous propose de la guerre, et en fait je vais vous la donner maintenant et on va préciser chacun des éléments de cette définition, c'est une définition qui a donc 3 éléments clés pour définir la guerre. La guerre est une interaction violente entre groupes organisés. On va reprendre chacun de ces 3 éléments un par un, les détailler, voir ce qui se cache derrière. Et on ne va pas les prendre dans l'ordre. En fait, je vais commencer par les groupes organisés. Ensuite, je parlerai de l'interaction. Et enfin, je terminerai avec la dimension violente de la guerre. Donc, la guerre oppose des groupes organisés. C'est un point fondamental parce que ce qui fait la spécificité de la guerre, c'est le fait que c'est un phénomène collectif. Elle va opposer des groupes qui sont organisés, donc c'est-à-dire qui sont structurés hiérarchiquement, et qui vont se combattre les uns les autres en tant que groupe. Et donc ici, on a une différence radicale entre le duel, 2 individus qui s'affrontent en duel, ça n'est pas une guerre. Clausewitz nous dit que la guerre est un duel à une plus grande échelle, donc elle oppose ici des groupements humains rassemblés, mais des groupements humains qui ont un niveau de coordination entre eux suffisamment important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une série d'êtres humains côte à côte, avec des liens distants entre eux. On a vraiment ici l'idée, donc pour parler de groupe organisé, qui est un concept en sciences sociales c'est assez clairement défini, ce n'est pas un simple rassemblement de personnes, c'est vraiment des groupes qui sont structurés avec un chef, des chefs, une structure hiérarchique, un qui commande, des qui obéissent. Et donc, c'est ces groupes organisés qui vont s'affronter dans le cadre d'une guerre. Ici, on a un point qui est essentiel, c'est le fait que ces groupes organisés, un des enjeux clés dans la guerre va être de coordonner l'action des multiples parts individuelles qui composent chacun de ces groupes. Et donc, la guerre va reposer sur différents niveaux de coordination à différents niveaux hiérarchiques, et donc c'est ce qu'on appelle la stratégie pour le niveau le plus élevé, l'art opératif pour le théâtre de guerre, et puis la tactique au niveau du combat. Donc l'art, je m'étais équipé à art, mais l'art de combattre sur le terrain à plusieurs, c'est ce qu'on appelle la tactique. Donc combiner l'action de différents individus pour arriver à produire un résultat face aux individus rassemblés en face qui luttent contre nous.
Un deuxième point fondamental ici, c'est le fait que les individus qui sont amenés à combattre, puisque c'est bien des individus, c'est des citoyens qui vont combattre pour le groupe, et bien justement vont combattre non pas en leur nom propre, mais vont combattre au nom du groupe dont ils sont issus et en tant que représentants de ce groupe. Et donc l'hostilité qui caractérise la guerre n'est pas une hostilité individuelle, mais bien une hostilité collective qui parfois en fait ne s'accompagne pas d'une hostilité individuelle. Et donc c'est un père de famille qui prend les armes, qui va les tirer sur un autre père de famille qui, sans avoir de rapport d'animosité, de haine avec cette personne, mais simplement parce qu'ils font partie de deux groupes différents, ils sont amenés, ils sont contraints de s'affronter les uns les autres. C'est ce que nous dit bien Jean-Jacques Rousseau dans la citation que je vous ai mise ici. Il nous dit « La guerre n'est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats. » Alors bon, cette citation de Rousseau, il emploie le terme d'État, et on a des débats assez anciens pour savoir est-ce que la guerre est le monopole des États. Donc est-ce que les groupes organisés dont on parle doivent être constitués en État ou non? On a certains auteurs qui continuent à nous dire que pour parler de guerre, il faut avoir deux États face à face. Néanmoins, c'est pas la position dominante, et aujourd'hui, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'à partir du moment où on a un groupe organisé, même s'il n'a pas le statut d'État, même s'il n'est pas reconnu internationalement comme un État, même s'il n'a pas le niveau de développement bureaucratique qui caractérise les États modernes, on peut parler de guerre. À partir du moment où on a bien un groupe hiérarchiquement constitué qui correspond à ce qu'on appelle un organe politique, qu'il ait la forme d'État ou d'autres formes d'organisation politique, finalement, c'est pas une distinction qui mérite de considérer que ces groupes ne peuvent pas faire la guerre. Et donc, voilà, les États peuvent se faire la guerre entre eux, les États peuvent faire la guerre à d'autres groupes organisés qui n'ont pas le statut d'État, qui ne sont pas reconnus comme tels, et puis des groupes qui ne sont pas reconnus comme État peuvent s'affronter ensemble, généralement dans le cadre d'une guerre civile. C'est quelque chose qui a bien été mis en avant par Gaston Boutoul. Gaston Boutoul, c'est un chercheur français qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'était lancé dans une grande aventure intellectuelle qui consistait en fait à essayer de produire une somme de connaissances sur la guerre, en inventant en fait une nouvelle science de la guerre qu'il avait appelée la polémologie. Et son objectif en fait était de développer une connaissance scientifique la plus approfondie possible de la guerre, dans l'objectif de lutter contre celle-ci. Donc il avait mis le savoir sur la guerre au service d'un projet politique qui était l'abolition de la guerre. Et donc l'une des expressions principales de ce travail, c'est l'ouvrage que j'ai cité ici, donc le traité de polémologie. Malheureusement, en fait, Gaston Boutoul a pas eu beaucoup de successeurs et est plutôt aujourd'hui une figure en fait oubliée, ou en tout cas dans lequel peu de personnes se revendiquent aujourd'hui de Gaston Boutoul. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui mélangeait justement tous les champs disciplinaires et qui mélangeait toutes les approches disciplinaires possibles de l'étude du phénomène guerrier. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à travailler beaucoup par disciplinaire et à ne pas avoir cette vision d'ensemble en fait, du phénomène guerrier qui caractérisait son approche. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes habitués de nos jours à ne voir que des guerres menées par de grandes nations, dont la disproportion avec tout autre genre de groupe humain est tellement grande qu'aucune confusion n'est possible. Mais il n'en est pas toujours de même. La guerre a existé bien des fois dans l'histoire entre groupes politiques beaucoup plus restreints. Les seigneuries au Moyen-Âge et certaines cités antiques avaient souvent la dimension d'un petit village. Les tribus belliqueuses qui existent encore de nos jours n'ont souvent la dimension que d'une famille nombreuse. Donc, pour faire la guerre, pas besoin d'être constitué en tant qu'un État, pas besoin d'avoir une taille minimale. À partir du moment où on a ce critère de l'organisation d'un groupe, organisé hiérarchiquement avec un chef qui gouverne et les autres qui sont soumis à la règle de ce chef, on peut parler de guerre. Le deuxième critère, donc, c'est l'interaction. La guerre est une interaction. C'est un point que Clausewitz juge tellement important qu'il le mentionne en fait dès la toute première page de son ouvrage, qui fait quasiment 800 pages. Il nous dit, dans une citation assez célèbre, « Ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante, bornons-nous à son essence, au duel. La guerre n'est rien d'autre qu'un duel à une plus vaste échelle. » Donc il reprend ici la métaphore du duel
l'affrontement donc, entre deux adversaires à une plus grande échelle, comme je vous le disais, puisque donc on a ici non pas deux individus face à face, mais deux groupes organisés face à face. Donc la guerre repose, et ça c'est vraiment un point fondamental qui est souvent négligé, repose sur l'affrontement entre deux acteurs. Et il faut bien qu'on ait deux acteurs qui tous les deux participent de manière volontaire à l'affrontement pour parler de guerre. C'est ce que nous dit Gaston Boutou de nouveau. La guerre suppose la réciprocité d'actions volontaires, elle suppose le choix de part et d'autre de participer à la lutte, et de participer à la lutte en recourant donc à la violence, comme on va le préciser dans quelques minutes. Et on a vraiment ici l'idée que s'il n'y a pas réciprocité dans l'emploi de la force, il n'y a pas guerre. Si un seul des deux acteurs recourt à la violence, ça n'est pas une guerre. Il faut que les deux recourent à la force pour qu'on ait guerre. Il faut qu'on ait ce caractère interactionnel, réciproque de la violence, pour pouvoir parler de guerre. Un emploi unilatéral de la force, eh bien, ne relève pas de la guerre. C'est qu'à partir du moment où on a ces deux adversaires qui choisissent d'employer les armes, qu'on peut effectivement parler de guerre. La citation que je vous ai reproduite ici, elle est de Clausewitz, qui nous dit la guerre n'est pas l'action d'une force vive sur une masse morte, mais comme la non-résistance absolue serait la négation de la guerre, elle est toujours la collision de deux forces vives. Ici encore, l'action est réciproque. Et pour Clausewitz, c'est une donnée absolument fondamentale. C'est pour ça qu'il la mentionne aussi rapidement dans son ouvrage et qui constitue en fait l'un des fils directeurs de sa pensée. Dans la guerre, vous êtes confronté à un adversaire qui a décidé d'employer les armes contre vous, à un adversaire qui va agir militairement, va chercher à anticiper vos coups, va chercher à parer vos coups, va chercher lui-même à vous porter des coups. Et c'est pas la même chose d'employer les forces armées contre une masse morte, contre un adversaire qui se laisse faire. C'est pas la même chose que de l'employer contre un adversaire qui oppose son intelligence à la vôtre, sa planification à la vôtre, qui cherche tout autant que vous à donner des coups, à vous frapper. Et donc, la planification militaire va reposer sur la prise en compte, ou en tout cas est censée reposer sur la prise en compte du fait que l'adversaire en face, va pas simplement se laisser faire, va pas accepter d'être une victime consentante de la violence que vous lui infligez, mais va lui-même chercher à résister, va lui-même chercher à s'opposer et à porter des coups. Et bien souvent, et c'est une critique que formule Clausewitz contre la plupart des stratèges, bien souvent, en fait, ces derniers oublient cette dimension interactionnelle de la guerre. Bien souvent, en fait, ils nous listent des recettes pour comment gagner une guerre. Donc ils nous disent, pour gagner une guerre, voici les choses à faire principalement. Mais à chaque fois, ils oublient que l'adversaire en face, il est capable lui-même de mettre en œuvre ces différentes actions. Il est capable lui-même d'essayer de trouver des contre-coups, des réponses aux actions qu'on va mettre en œuvre. Et donc le problème qu'identifie Clausewitz chez ces auteurs qui cherchent à dispenser la recette clé miraculeuse de la victoire, c'est de leur dire, mais cette entreprise en fait néglige justement la dimension fondamentalement interactionnelle de la guerre et néglige qu'en face, c'est un adversaire qui planifie, c'est un adversaire qui oppose son intelligence à la nôtre. Clausewitz va jusqu'à nous dire que ce qui déclenche la guerre, ça n'est pas l'attaque, c'est la défense. Un acteur qui agresse un autre acteur, un État qui envahit un autre État, prend l'initiative de recourir aux armes, tant que sa victime, tant que l'État agressé n'a pas choisi lui-même de répondre à cette attaque au moyen des armes, il y a unilatéralité du recours à la force, et donc il n'y a pas guerre. Il n'y a guerre qu'à partir du moment où le défenseur choisit de répondre à l'attaque dont il est victime, choisit de répondre au moyen de la violence. Et il n'y a pas d'automaticité à ce qu'un acteur ou un État qui soit victime d'une attaque réponde au moyen de la force. Vous pouvez choisir de ne pas résister militairement à l'invasion dont vous êtes victime, vous pouvez choisir de résister par d'autres manières pacifistes à l'action que vous subissez. Et donc, ce critère de la réciprocité de l'emploi de la force, il n'est rempli qu'à partir du moment où le défenseur choisit de répondre à l'attaque dont il est victime au moyen de la force, et donc, nous dit Clausewitz, celui qui, in fine, déclenche la guerre, ou en tout cas la décision qui fait que la guerre débute à proprement parler, c'est quand le défenseur
prend la décision de recourir aux armes. C'est ce qu'il nous dit dans les deux citations que je vous ai mises là. La guerre ne commence pas avant que l'invasion ait suscité la défense. Et il nous dit que le défenseur doit choisir la guerre, ce qui est une expression très importante, puisque le défenseur a un choix. Quand vous êtes attaqué, vous pouvez choisir de ne pas répondre au moyen de la force, vous pouvez choisir de ne pas répondre du tout, vous pouvez choisir de répondre avec d'autres manières. Alors la plupart du temps, les États répondent avec la force, ne se laissent pas faire. Néanmoins, c'est bien une décision politique ici, et c'est cette décision politique qui signale le déclenchement de la guerre. Et Clausewitz mentionne que Napoléon avait justement comme habitude de dire que lui désirait la paix, dans le sens où il l'espérait, et c'est le cas en fait pour tous les agresseurs, ils espèrent que leur agression ne rencontrera pas de résistance, et donc ne débouchera pas sur une guerre. Et donc, voilà la formule un peu ironique qui consiste à dire, fondamentalement, l'agresseur veut la paix, dans le sens où il ne veut pas susciter une réponse militaire à ses agressions, même si la plupart du temps il la suscite évidemment. Pour illustrer peut-être cette dimension interactionnelle, concrètement, par rapport au cas on va prendre l'exemple de l'Allemagne nazie. On va avoir deux épisodes juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale qui illustrent bien cette différence en fait possible. On a d'abord l'Anschluss, donc l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, et à ce moment-là, l'Autriche décide de ne pas résister, et c'est une invasion militaire, hein, c'est bien l'armée allemande qui rentre en Autriche, mais on n'a pas de résistance du côté de l'État autrichien qui se laisse faire, et donc on ne peut pas parler de guerre pour qualifier cette situation-là. En revanche, quelques mois plus tard, quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne, qui est un État extrêmement faible, qui n'a quasiment pas de moyens de résistance, choisit quand même de résister, se fait écraser, c'est fini très rapidement, mais néanmoins, on a bien une décision politique ici de résister par les armes à l'agression, et donc on peut parler de guerre dans cette situation-là. Un autre point important par rapport au caractère interactionnel de la guerre, et je le réévoquerai un petit peu plus tard, c'est le fait que fondamentalement la guerre est bien l'interaction entre deux acteurs. Et donc, un acteur peut être en guerre avec un autre acteur et en même temps être en paix avec d'autres acteurs. C'est-à-dire que la guerre est une relation bilatérale entre deux acteurs, entre deux États. Donc, la Russie aujourd'hui est en guerre contre l'Ukraine, mais la Russie est en paix avec la Chine. Donc, cette situation de guerre ou de paix, en fait, caractérise vraiment la relation bilatérale entre deux acteurs. Il faut regarder, dans chacune des relations bilatérales entre groupes organisés, est-ce qu'on a ce critère de la réciprocité de l'emploi de la force? S'il n'est pas rempli, on a paix. S'il est rempli, on a guerre. Et donc justement, le troisième critère de définition, c'est la violence. C'est à vrai dire le critère le plus important, la violence physique. Là encore, je vous cite Clausewitz, qui nous dit « Ce qui reste toujours particulier à la guerre relève purement du caractère particulier des moyens qu'elle met en œuvre. La guerre est un conflit de grand intérêt, réglé par le sang, et c'est seulement en cela qu'elle diffère des autres conflits. » En l'occurrence, des tensions entre les États, il y en a tous les jours. C'est le lot commun des relations internationales que d'avoir des désaccords, et parfois des accords très profonds, entre les États. Pour surmonter ces désaccords, les États ont une panoplie de moyens à leur disposition. Ils peuvent choisir la négociation diplomatique, ils peuvent choisir différentes méthodes de coercition, en mettant en place des sanctions ou autres, et ils ont la possibilité de recourir à la force. La force armée est l'un des moyens pour les États, pour les acteurs, de surmonter les différends qui les opposent, mais ça n'est qu'un moyen parmi d'autres. Et donc, ce que nous dit bien Clausewitz ici, c'est que finalement, ce moyen, d'après lui, et c'est une tradition assez ancienne, le recours à ce moyen spécifique qu'est la violence marque une rupture. Marque une rupture et nécessite de considérer que la relation entre les deux acteurs change de nature quand on a cette décision de recourir à la force. Les États peuvent chercher à régler leurs différends d'une multitude de manières différentes. On reste en paix, quel que soit le niveau de tension qu'il peut y avoir entre les États. On reste en paix tant que les États n'ont pas décidé de recourir à la force. Et donc une situation qui est une situation extrêmement tendue, extrêmement conflictuelle entre deux acteurs, qui peuvent apparaître au bord de l'affrontement armé, ne peut pas être qualifiée de guerre tant que le critère du recours réciproque à la force n'est pas rempli.
Le simple fait qu'il y ait des tensions, le simple fait qu'il y ait des tensions même extraordinairement fortes, n'est pas suffisant pour qualifier de guerre. Ce qui fait la spécificité de la guerre et qui la distingue, donc, comme nous dit Clausewitz, des autres conflits, c'est le moyen spécifique choisi par les États pour régler ce conflit, c'est la force armée. Et donc, on ne peut parler de guerre qu'à partir du moment où les deux acteurs aux prises ont accepté de recourir à la force, ont fait le choix, tous les deux, de recourir à la force. Faire de la violence comme ça, le critère de définition de la guerre, et faire de la violence, donc, ce qui spécifie la guerre par rapport aux autres conflits, amène à introduire ici une distinction qui est absolument radicale entre la guerre et la paix. On va définir la paix de manière négative. La paix, c'est l'absence de guerre. Et donc, c'est facile, soit on a réciprocité du recours à la force, c'est guerre, soit on n'a pas réciprocité du recours à la force, c'est paix. On ne peut pas avoir et guerre et paix en même temps, soit cette condition est remplie, soit elle ne l'est pas. Dans les situations dans lesquelles on n'a pas réciprocité du recours à la force, on a paix. Dans les situations dans lesquelles on a réciprocité du recours à la force, on a guerre. Et donc ici, on a un antagonisme absolument radical entre la guerre et la paix. Les deux sont absolument incompatibles, les deux ne peuvent pas exister en même temps dans le cadre d'une interaction bilatérale entre deux acteurs. On peut avoir soit la guerre, soit la paix, les deux ne peuvent pas coexister. C'est ce que nous dit Raymond Aron, qui est un des principaux interprètes de Clausewitz, qui a écrit ce qui reste encore aujourd'hui probablement la meilleure interprétation de Clausewitz, et qui nous dit, donc, en introduisant le concept de violence physique dans la définition de la guerre, Clausewitz postule, au point de départ, une opposition radicale entre guerre et paix. La définition de la paix à laquelle on arrive, elle peut apparaître un petit peu contre-intuitive, parce que la définition de la paix, donc, ici, elle est négative. Il y a paix à chaque fois qu'il n'y a pas guerre, donc il y a paix à chaque fois qu'il n'y a pas réciprocité du recours à la force. Ce qui veut dire qu'il y a paix quand il n'y a pas recours à la force, mais qu'il y a aussi paix quand il y a unilatéralité du recours à la force. Par ailleurs, ça veut dire qu'il y a paix même quand il y a des différends extrêmement aigus entre les États. Alors, c'est une conception de la paix extrêmement large. Voilà, même si on a deux États qui peuvent apparaître au bord de l'affrontement armé, des tensions vraiment extrêmement anciennes, extrêmement lourdes, et bien pour autant, on reste dans une situation de paix tant que cette barrière du recours à la force n'est pas franchie. Certains auteurs ont considéré que cette définition de la paix négative était justement trop large et trop problématique, et donc ont développé une nouvelle conception de la paix qui s'appelle paix positive. Donc on a une définition négative de la paix et une définition positive de la paix. Et dans le cadre de cette définition positive de la paix, ces auteurs vont mettre un certain nombre de critères donc, à remplir pour parler de paix véritable. Donc vont nous dire la paix, ce n'est pas seulement l'absence de violence, c'est également certains critères, et souvent c'est des auteurs qui sont attachés à la prise en compte non seulement des intérêts de l'État, mais surtout des intérêts des sociétés, des individus, et qui vont nous dire la paix va recouvrir en réalité un minimum de sécurité dans la vie de tous les jours pour les citoyens, en termes d'accès à l'eau potable, d'accès à la nourriture, d'accès aux soins, etc. Donc là, les critères évidemment varient selon les auteurs, mais on a des critères comme ça qui sont mis positifs cette fois-ci pour définir la paix positive. Alors, on vient de dire la violence est le critère de définition de la guerre, ce qui la caractérise, ce qui la distingue de la paix, ce qui la distingue des conflits, d'un simple conflit, d'un simple différent entre États. Spontanément, quand on pense à la guerre, on a tout de suite en image les guerres, les deux guerres mondiales, les guerres napoléoniennes, donc ici des manifestations de violence particulièrement fortes, particulièrement intenses. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, les responsables politiques rechignent à employer le terme de guerre, c'est parce que ça fait écho à un imaginaire où la guerre c'est fort, c'est important, c'est d'une ampleur particulièrement grande. Et donc, la question qui se pose logiquement, c'est est-ce qu'il y a un minimum de violence requis pour qu'on puisse parler de guerre? Est-ce qu'il faut que la violence entre les deux acteurs soit d'un niveau suffisant pour qu'on puisse parler de guerre? Donc c'est spontanément peut-être la conception qu'on aurait de la guerre. Et aujourd'hui, dans la littérature académique, surtout anglo-saxonne en fait, effectivement, on retient un critère
quantitatif en fait pour pouvoir parler de guerre. Ce critère, c'est le critère de 1000 morts sur 12 mois consécutifs. Donc il faut que les affrontements violents aient fait au moins 1000 morts sur 12 mois consécutifs pour qu'on puisse parler de guerre dans une situation donnée. C'est le critère en fait, qui est employé aujourd'hui par la plupart des grandes bases de données en fait, qui essayent de lister les guerres et qui proposent ensuite des études statistiques de ces guerres. C'est un critère qui est malgré tout à fait contesté. Aujourd'hui, c'est le critère dominant dans la littérature anglo-saxonne. En France, c'est un critère qui ne fait absolument pas consensus. Moi, à titre personnel, je suis fondamentalement opposé. Je pense que c'est un critère qui est vraiment déficient à plusieurs niveaux. Je vous ai mentionné quelques-unes des principales critiques qu'on peut formuler contre ce critère. Le premier, c'est qu'il est arbitraire. Pourquoi 1000 morts et pas 2000 ou 5000 ou 10 000 morts? Donc en fait, voilà, c'est des auteurs qui ont un jour arrêté le curseur ici et voilà. Et le problème, en fait, c'est que eh bien, les auteurs sont eux-mêmes embêtés par certains cas qu'ils jugent être des guerres, même si elles n'ont pas fait 1000 morts. Et ici, les deux principales illustrations, c'est la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni, et la guerre du Kargil entre le Pakistan et l'Inde en 99. Deux conflits qui ont fait moins de 1000 morts, mais qui eh bien, sont quand même traités comme des guerres par ces auteurs-là. Donc en fait, ils remettent en cause leurs propres critères pour dire ouais, là on ne peut pas les écarter parce que ça ressemble quand même trop à une guerre, même si ça n'a pas fait 1000 morts, donc ils les intègrent. Donc on voit que voilà, ce seuil est doublement arbitraire, d'une part par rapport à la limite qui a été fixée, mais par rapport au fait qu'il n'est pas systématiquement respecté. Surtout, une autre critique qu'on peut formuler contre celui-ci, c'est le fait que ce seuil quantitatif n'a pas la même valeur historiquement selon la période à laquelle on se place. En l'occurrence, eh bien, aujourd'hui, la médecine de guerre a fait des progrès absolument considérables. On traite beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux les soldats qui sont blessés sur le champ de bataille. On arrive à les évacuer beaucoup plus rapidement. Et donc, aujourd'hui, eh bien, le taux de survie, ou en tout cas la chance de survie d'un soldat blessé, est bien plus importante que ça n'était le cas par le passé. On avait une médecine de guerre, voire pas du tout, en tout cas tout à fait précaire. Et donc en fait, les guerres étaient de facto beaucoup plus violentes par le passé, ou en tout cas plus violentes dans le sens où elles faisaient plus de morts, parce que, eh bien, on avait plus de difficultés à soigner, à évacuer les blessés, etc. Et donc, 1000 morts aujourd'hui, ça n'a pas la même signification que 1000 morts il y a 100 ans. 1000 morts aujourd'hui, en réalité, c'était peut-être 10 000 ou 15 000 morts il y a 100 ans. Je ne sais pas quel est le ratio précis. Mais donc ici, on a un critère qui n'a pas la même validité à travers le temps, et donc c'est problématique de le retenir pour trancher des phénomènes, puisque ça veut dire que des guerres qui auraient pu faire 1500 morts, par exemple, il y a 100 ans, elles vont peut-être en faire une centaine aujourd'hui, et donc on va les écarter, alors qu'on les aurait inclus si elles avaient eu lieu il y a 100 ans. Donc là, on a une incohérence, en fait, qui est assez problématique. Bon, par ailleurs, moi, j'ai une autre critique, alors, bon, ça là, elle est plus théorique qu'autre chose, mais c'est le fait que le principe même de l'art de la guerre, tel qu'il a été pensé depuis des temps très anciens, depuis Sun Tzu en Chine, consiste à dire que l'idéal de la stratégie, l'idéal de la guerre, c'est d'arriver à gagner sans faire couler le sang de son adversaire. Par des manœuvres, par la surprise, arriver à placer notre adversaire dans une situation qui est tellement défavorable qu'il va se rendre sans combattre. Et donc si l'idéal de la guerre, c'est de gagner sans avoir à faire couler le sang de son adversaire, ça paraît problématique de retenir un certain nombre de morts comme étant le critère de définition de la guerre. Et puis surtout, dernière critique, c'est un seuil donc, qui introduit une rupture complètement artificielle, puisque fondamentalement, le phénomène social qu'on étudie, c'est celui de la réciprocité du recours à la force entre groupes organisés, et que ce recours à la force ait fait 5 morts, 980 morts, 10 000 ou 100 000, l'intensité du phénomène varie, mais sa nature fondamentalement est la même. C'est l'usage par des groupes organisés de la force pour chercher à régler un différend. Et donc cette pratique de retenir ce seuil de 1000 morts comme critère de définition de la guerre, eh bien, amène à exclure
de la définition de la guerre quelque chose qui pourtant, fondamentalement, est le même phénomène social, l'emploi réciproque de la violence. Donc on peut pourquoi pas développer des typologies qui vont distinguer différents types de guerres en fonction de leur intensité, en fonction de leur niveau de violence et du niveau de mort qu'elles produisent. Néanmoins, on ne peut pas retenir ce critère pour séparer artificiellement la guerre d'une forme d'emploi réciproque de la violence qui ne serait pas la guerre, on ne sait même pas trop ce que c'est d'ailleurs. Donc, cette pratique qui consiste à retenir ce des 1000 morts est tout à fait contestable, mais quelle est donc l'alternative et quel est le seuil minimal de violence requis? Moi, ma position, pour le coup, elle est un peu minoritaire, mais elle s'appuie sur une relecture en fait, de différents auteurs de théorie politique, et tout particulièrement en fait, une citation de Hobbes, qui est assez longue, mais qui est vraiment intéressante. Une citation donc, dans laquelle Hobbes va nous dire que ce qui définit la guerre, ça n'est pas l'emploi effectif de la force, mais c'est une disposition à s'affronter. Et en fait, c'est en plus quelque chose de très intéressant parce que la guerre n'est pas un usage continu de la force. La guerre se définit par l'emploi de la force, mais la force elle-même n'est pas mise en œuvre de manière continue. Même les combats de la Première Guerre mondiale dans les tranchées ont connu des pauses, connu des arrêts. Et donc, la guerre, ça n'est pas une bataille unique, continue. C'est en fait une succession d'épisodes, de violences réciproques, mais après d'absence de violence. Et le paradoxe, c'est que dans la guerre, la plupart du temps, il se passe rien. 90% du temps, en fait, ce qui caractérise la guerre, c'est l'inaction, c'est l'absence de recours à la force. Et puis il y a des épisodes de bataille comme ça, d'affrontements, qui surviennent, mais qui sont paradoxalement, la plupart du temps, l'exception plutôt que la règle. Et donc là, on a une difficulté supplémentaire, c'est comment distinguer les moments d'absence de violence caractéristiques de la paix, des moments d'absence de violence qu'on retrouve aussi dans le cadre de la guerre. Et Hobbes donc, a une bonne réponse à cette difficulté-là. Il nous dit que la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans des combats effectifs, mais dans un espace de temps où la volonté de s'affronter en des batailles est suffisamment avérée. On doit par conséquent tenir compte relativement à la nature de la guerre, de la notion de durée, comme on en tient compte relativement à la nature du temps qu'il fait. Et là, il introduit une métaphore, il nous dit « De même en effet que la nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une tendance qui va dans ce sens pendant un grand nombre de jours consécutifs, de même la nature de la guerre ne consiste pas dans un combat effectif, mais dans une disposition avérée, allant dans ce sens, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'assurance du contraire, tout autre temps se nomme la paix. » Ce qu'il nous dit ici, c'est que le mauvais temps se caractérise pas seulement par des averses, mais se caractérise par des gros nuages noirs au-dessus de notre tête. La guerre, c'est la même chose, c'est pas seulement l'effectivité des combats, c'est donc les gros nuages noirs, les mouvements de troupes, c'est les préparatifs militaires, etc. Néanmoins, des préparatifs militaires, des mouvements de troupes, il peut y en avoir en temps de paix. Et donc, fondamentalement, le critère ici de définition de la guerre, c'est cette disposition avérée à s'affronter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cette disposition avérée à s'affronter, c'est simplement la décision politique par les responsables du groupe de recourir à la force. Et donc, moi, la conception que je défends, c'est qu'à partir du moment où le dirigeant du groupe a choisi de recourir à la force, qu'on ait emploi effectif ou non de la force derrière, peu importe, à partir du moment où on a cette décision politique de recourir à la force, on peut parler de guerre. À partir du moment où on a fait le choix des armes, il y a guerre, que ça débouche immédiatement, ou 6 mois, ou 1 an après sur des affrontements, peu importe, ce qui compte est la décision politique. Ce qui veut dire que théoriquement, c'est vraiment complètement théorique, mais on pourrait imaginer une guerre sans mort, et même sans violence. On pourrait imaginer une situation dans laquelle des États se déclarent la guerre, décident de recourir à la force l'un contre l'autre, mais sans ensuite passer à l'acte, sans ensuite s'affronter véritablement. C'est complètement théorique, parce que généralement, quand ils se déclarent la guerre, malheureusement, derrière, ils agissent dessus. Néanmoins, théoriquement, c'est possible. Et donc moi, le critère de définition que je retiens, c'est la décision politique de recourir à la force, et non pas la mise en œuvre effective de la violence par la suite. Et on peut illustrer ce critère avec deux exemples historiques. Et en fait, là, je vais vous mettre à contribution pour un petit test.
deux épisodes historiques qui se sont caractérisés, enfin qui peuvent apparaître relativement semblables, qui sont tous les deux qualifiés de guerre, mais qui pourtant ne se sont pas accompagnés d'affrontements directs entre les deux supposés belligérants. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre. C'est la période en fait qui suit la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, qui intervient donc à l'automne 1939, et le début de l'invasion de la France par l'Allemagne, qui intervient seulement au printemps 1940. Et donc on a là plusieurs mois dans lesquels la France et l'Allemagne se sont déclarées la guerre, mais ne s'affrontent pas. Il n'y a pas de combat. Et donc c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre, une guerre sans combat. Deuxième cas historique, c'est les États-Unis et l'Union soviétique pendant ce qu'on appelait la guerre froide. Donc on a appelé ça une guerre froide, pas chaude, parce que justement il n'y a pas eu d'affrontement armé direct entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant cette période-là. Et donc si je vous pose la question, est-ce que la drôle de guerre peut effectivement être qualifiée de guerre ou est-ce que c'est un abus de langage ? Moi je dirais que c'est un abus. Moi, je suis vos critères, non ? C'est déjà une disposition politique posée à mairie. Donc pour moi, c'est déjà En l'occurrence, en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est une guerre puisqu'on a une déclaration de guerre. Donc on a une décision politique de s'affronter, on a le choix de recourir aux armes. Il se trouve que derrière, ils ne passent pas à l'acte pour différentes raisons d'ailleurs, mais en fait indépendantes de la volonté politique qui était bien de s'affronter et de se taper dessus. Le terme guerre était utilisé plus de manière politique que militaire, quoi. C'était, c'est ce que je pense, ce que je crois. Ouais. Après, le fait qu'il n'y ait pas eu d'affrontement réel est lié à un certain nombre de facteurs et notamment, c'est une petite anecdote, mais en fait l'armée allemande était très sceptique par rapport à cette guerre parce qu'elle craignait de ne pas réussir à passer les défenses françaises et craignait de se retrouver dans une nouvelle situation comme la Première Guerre mondiale de guerre de tranchées. Et en fait, Hitler poussait à l'attaque et les généraux allemands freinaient des quatre fers. Et finalement, Hitler a réussi à imposer son point de vue. Et donc l'armée allemande a été sur le point, je ne sais plus si c'était fin octobre ou début novembre 1939, était sur le point d'attaquer. Et en fait, à ce moment-là, un avion allemand s'est écrasé avec les plans secrets du commandement allemand, s'est écrasé du côté occidental. Et donc les plans ont été découverts. Et donc l'armée allemande, ne pouvant plus compter sur l'élément de surprise, ces plans ayant été découverts, a renoncé à envahir à ce moment-là. L'hiver arrivant, ils ont considéré que les conditions n'étaient pas réunies, ils ont repoussé au printemps suivant. Ce qui leur a donné le temps de perfectionner leur stratégie, d'en développer une nouvelle et de mettre en œuvre finalement la Blitzkrieg, donc, qui permettra d'obtenir une victoire rapide. Et donc on voit bien que finalement c'est des raisons d'une part de planification militaire et puis simplement le hasard qui font que l'affrontement n'a pas eu lieu à ce moment-là, même si la déclaration de guerre avait bien eu lieu, la mobilisation des forces armées était bien là, les planifications militaires étaient bien là. Pour le deuxième cas, celui de la guerre froide, est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce qu'on peut effectivement parler de guerre ? On peut parler de guerre, ouais. Je pense. Ok. Moi, je pense qu'on ne peut pas. Pour une raison qui est qu'en fait, et j'en parlerai plus la semaine prochaine, mais qui est qu'en fait, les deux acteurs aux prises savaient qu'une guerre directe entre eux, un affrontement militaire direct entre eux, pouvait escalader dans le champ nucléaire et pouvait aboutir à leur destruction complète. Et donc leur objectif pendant toute cette période a été de dire il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation d'affrontement direct pour ne pas risquer une escalade vers les extrêmes nucléaires. Et ils ont pris en réalité énormément de précautions pour éviter un affrontement direct. Ils se sont affrontés de manière indirecte, partout à travers le monde, en jouant d'une multitude d'instruments de puissance, en s'affrontant par alliés interposés, évidemment. C'est le cas de la guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan, etc. Donc il y a eu des affrontements indirects, mais justement ils étaient indirects. À chaque fois, l'un des deux grands se tenait à l'écart militairement, directement, de participer lui au conflit. Et donc on n'a pas eu d'affrontement direct entre l'Union soviétique et les États-Unis. Plus que ça, on a eu la volonté d'éviter à tout prix un affrontement direct
dont on ne maîtrisait pas les conséquences et la possibilité d'escalade. Est-ce que l'affrontement qu'il y avait potentiellement entre la CIA et le KGB, qui étaient quand même des groupes organisés, qui se sont bel et bien combattus les uns les autres, ne peut pas tenir de guerre? Alors, ça ne serait pas directement ces groupes en eux-mêmes qu'on prendrait en ligne de compte, ce serait donc les États auxquels ils appartiennent. Après, effectivement, là, on a eu des formes de violence autres, secrètes, d'assassinats notamment. Effectivement, là, on a une forme de violence. Alors après, c'est pas à proprement parler une violence interactionnelle, en fait. C'est plus des actes à chaque fois unilatérales d'assassinat, mais qui n'appellent pas justement ce qui caractérise donc le principe de réciprocité de l'affrontement. Donc je pense qu'on peut se sortir de... Mais quand même, il y a une sorte de déplacement de leur affrontement direct sur d'autres États, et pour moi, c'est certes minimiser les risques de raffrontement dans le duel, mais par contre, c'est quand même un état de guerre indirect qu'ils provoquent par leur relation conflictuelle initiale. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, le critère de définition de la guerre, c'est pas le différent, c'est pas le niveau de tension entre les États, Oui. c'est le choix de recourir l'un contre l'autre à la force. Oui, Et mais moi je pense que là il y a du recours à la force, sauf que c'est pas dans l'affrontement direct, c'est par d'autres conflits interposés. oui, mais le critère décisif, c'est est-ce qu'ils ont choisi eux-mêmes de recourir à la force l'un contre l'autre. Et ça, ils l'ont pas fait. Ils se sont appuyés sur des alliés, Ouais. ils se sont appuyés sur d'autres moyens, évidemment, mais l'instrument militaire de part et d'autre, ils n'en ont pas fait usage et ils ne voulaient pas en faire usage l'un contre l'autre directement. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont développé leur industrie militaire pour fournir les uns et les autres qui réglaient les conflits à leur place. Enfin, Absolument. voilà, donc c'est encore plus insupportable presque. Absolument. Mais c'est une situation de compétition, de rivalité, de tension extraordinairement forte. Ils cherchaient tous les moyens possibles et inimaginables pour se quereller et pour affaiblir l'autre, sauf l'emploi direct de la force. Ils ont écarté ça parce qu'ils se disaient, si on recourt à la force, c'est le suicide, c'est la destruction de la planète. Et donc on ne peut pas se le permettre. Et donc tous les moyens étaient disponibles, sauf la force armée. Et donc en fait c'était limite une anti-guerre, en fait. C'était par rapport à cette définition de la guerre, en tout cas ce critère-là n'est pas rempli. Par rapport à ce que vous avez dit que ce n'est pas nécessairement deux États. Ici, il suffit d'enlever Union soviétique, États-Unis, mettre entre guillemets démocratie à côté bloc soviétique, et c'est la guerre. Alors, c'est ça, parce que avec ce qu'ils représentent, plutôt que les États par eux-mêmes. Quoi. Alors là, il faut que je précise en fait par rapport à ce qu'on entend par groupe organisé, c'est-à-dire que ces groupes organisés, mais groupements politiques en fait. Donc ça correspond à une définition où, pour l'expliquer simplement, ça serait l'idée de groupes souverains, c'est-à-dire de groupes qui ne reconnaissent pas d'autorité supérieure à la leur. Et donc en l'occurrence, en fait, chaque État est souverain, ne reconnaît pas d'autorité supérieure à la sienne, donc c'est ces entités-là qu'on retient pour pouvoir parler de guerre entre eux, et pas le bloc occidental ou le bloc soviétique, etc. Le centre de décision autonome, celui qui ne reconnaît pas d'autorité supérieure à la sienne, là c'est au niveau de l'État, c'est au niveau de l'entité politique. Et donc on peut avoir d'autres entités politiques qui ne vont pas prendre la forme d'État, mais qui seront bien l'autorité suprême de commandement au sein de leur groupe, au sein de leur population. Et donc voilà, j'aurais dû préciser effectivement par simplification, j'ai des groupes organisés. C'est pas n'importe quel groupe, et c'est des groupes organisés mais politiques, donc qui sont leur propre instance de commandement suprême. Alors, question ensuite. On définit la guerre par la violence, mais est-ce que la guerre se réduit à la violence, ou est-ce que la guerre c'est plus que simplement l'emploi des armes? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions à côté
que le simple emploi des armes. Ici, donc, on a deux réponses, et on retrouve les deux dans la littérature. La première réponse, qui est probablement la plus spontanée, consiste à dire que oui, la guerre se limite à l'affrontement violent, la guerre se résume à l'emploi de la violence. Et donc, quand on parle de guerre, on ne parle pas de la relation globale, on ne parle pas de la relation globale entre les deux acteurs, on parle uniquement de la dimension violente de leur relation, le choc de leurs deux armées face à face. C'est ce qu'on retrouve dans le langage courant. On a un certain nombre d'expressions populaires qui tendent à cantonner la guerre exclusivement à la dimension violente des interactions entre groupes organisés, puisqu'on dit par exemple partir à la guerre. Donc ça situe la guerre dans un espace géographique délimité, là où sont les armées, là où elles s'affrontent. On dit faire la guerre, le soldat fait la guerre, le diplomate ne fait pas la guerre, ce qui montre bien que, on nous dit que la guerre c'est l'activité des soldats, c'est pas l'activité des diplomates, c'est l'activité de ceux qui sont des spécialistes de l'emploi de la force, et pas dans les autres domaines d'action de l'État. Donc on a comme ça, dans le langage courant, mais dans la plupart du temps aussi, spontanément, on associe la guerre à la dimension violente de l'interaction entre les groupes. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature stratégique, en fait, et tout à l'heure je vous parlais de ces recettes développées par un certain nombre de penseurs, de stratèges pour savoir comment gagner une guerre. C'est ce qu'on appelle les principes de la guerre, et en fait tous les principes qui sont proposés par les auteurs se résument au champ militaire. Donc on nous dit il faut créer la supériorité numérique à tel endroit, c'est ça la recette miracle pour gagner une guerre. Donc gagner une guerre est compris dans la littérature stratégique comme découlant d'un certain emploi des forces armées, mais uniquement des forces armées. Une guerre se gagne militairement, une guerre se rapporte uniquement à l'emploi de la force. Et donc ici, on a finalement une symbiose entre ce que les auteurs appellent l'art de la guerre et l'art militaire. L'art de la guerre, c'est l'art militaire, c'est une seule et même chose. Donc l'art de la guerre, c'est l'art d'employer des forces armées pour prendre le dessus sur son adversaire. C'est la même chose que l'art militaire. Donc ça, c'est une première conception qui est plutôt restrictive, donc, qui cantonne la guerre uniquement à la sphère violente des relations entre États. On a une autre conception plus large qui nous dit que la guerre, ça n'est pas que cette dimension militaire. La guerre est plus large, et la guerre, c'est l'emploi de la force, mais en parallèle à d'autres moyens d'action, de lutte contre notre adversaire. La violence, elle est nécessaire, c'est le critère de définition de la guerre, donc sans ça, on n'a pas de guerre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la guerre se résume uniquement à la violence. On peut considérer qu'il y a d'autres instruments qui vont être utilisés en parallèle à la force, et l'emploi de ces autres instruments relève de la guerre à part entière. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la guerre, ce n'est pas quelque chose que l'État fait à côté de la guerre, mais l'emploi de ces autres instruments, en parallèle à la violence, relève à part entière de la guerre. C'est l'idée qu'on retrouve chez Clausewitz dans une formule assez célèbre, vous en avez déjà entendu parler, qui nous dit « La guerre n'a rien d'autre que la continuation des relations politiques avec l'appoint d'autres moyens. » Sous-entendu, la violence vient en complément des moyens à la disposition de l'État, mais pas en substitution. Et la guerre se caractérise donc par l'emploi de l'ensemble des moyens possiblement à la disposition de l'État, dont nécessairement la violence, mais aussi d'autres instruments. Donc, prendre des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, jouer dans le domaine de la propagande, de la lutte informationnelle, tous ces éléments-là qui sont extra-militaires, dans cette conception-là, relèvent de la guerre à part entière, tout autant que l'emploi de la force. Et donc ici, on introduit de facto une distinction entre le champ de la guerre et le champ militaire strict. Le champ militaire n'est qu'une portion, n'est qu'une partie potentielle de la guerre. On peut considérer que ces deux conceptions différentes, en fait, se sont un petit peu succédées temporellement. C'est-à-dire que la première conception, donc celle qui limite la guerre à la violence, était celle qui prévalait jusqu'au début du XXe siècle. Et depuis la Première Guerre mondiale, mais surtout depuis des travaux qui suivent la Première Guerre mondiale, on a eu cet élargissement de la notion de guerre, porté justement par la théorisation de ce qu'on avait appelé la guerre totale. La guerre totale, elle fait écho à l'outrance des moyens déployés.
et au niveau de violence terrible auquel on est parvenu, mais la guerre totale fait aussi écho au fait que tous les moyens sont disponibles, tous les moyens sont mobilisables pour mener la lutte. Et donc, cette conception de la guerre totale, qui est théorisée d'abord par Ludendorff, amène à intégrer dans le champ de la guerre, et à intégrer dans le champ de la guerre à part entière, l'usage d'autres moyens en parallèle à la force. Et c'est une conception qui a été reprise par la suite, et je vous ai mis ici une citation d'André Beaufre, qui est un général français, qui est un des principaux théoriciens d'une part du fait nucléaire en France et plus généralement de la stratégie en France de la deuxième moitié du XXe siècle, qui nous dit « Chacun sait qu'aujourd'hui la guerre est devenue ouvertement totale, c'est-à-dire menée simultanément dans tous les domaines, politiques, économiques, diplomatiques et militaires. » Donc le militaire reste absolument essentiel, c'est le critère de définition de la guerre, mais ça n'est pas le seul instrument possiblement utilisé par les États. Dans le cadre d'une guerre, ils peuvent s'appuyer donc sur ces autres instruments économiques, diplomatiques ou autres. Moi, je me rattache plutôt à cette seconde conception de la guerre parce qu'elle permet, de rétablir en fait le couple guerre-paix, en considérant que la guerre et la paix sont simplement les phases alternatives des relations entre les acteurs, et donc elles incluent chacune l'ensemble des moyens mis en œuvre par les acteurs à un moment donné dans le cadre de leur interaction réciproque. Si on définit la guerre uniquement comme centrée sur l'affrontement violent, en fait on rompt le couple. On rompt le couple guerre-paix d'une certaine manière, puisque la paix, en temps normal, recouvre l'emploi de tous les instruments classiques de la politique étrangère des États. Mais quand on arrive dans une situation d'emploi réciproque de la violence, ici on cantonne la guerre exclusivement à la confrontation violente des armées, exclusivement à l'affrontement sur le champ de bataille des armées, mais donc on n'a pas de terme pour rendre compte des autres moyens qui peuvent être employés, et surtout on place la guerre et la paix à deux niveaux différents d'analyse, un qui est général, systémique, qui recouvre les relations globales entre les États, la paix, alors que la guerre on la cantonne à une petite dimension particulière spécifique de ces relations, simplement la confrontation entre les deux armées face à face. Alors que dans la deuxième conception que je vous ai présentée ici, quand on considère que la guerre se définit par l'emploi de la force, mais aussi par une multitude d'autres moyens possiblement en parallèle, ici on a justement la possibilité de rétablir le couple guerre-paix en les plaçant tous les deux simplement comme les phases alternatives des relations entre les États. Et c'est ce que nous dit, je pense, Clausewitz dans la citation que je vous ai déjà citée, que j'ai reproduite ici. La guerre n'est rien d'autre que la continuation des relations politiques, diplomatiques, avec la pointe de la violence. Donc la guerre et la paix, en fait, se succèdent l'un l'autre, et la seule chose qui les différencie, c'est ce petit supplément qu'est la violence réciproque en temps de guerre. La guerre et la paix, en fait, ont une même nature. Elles caractérisent les relations bilatérales entre les États. Elles ont une même nature, mais ce qui les distingue, c'est est-ce que le moyen qu'est la force armée est employé ou non. Donc en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est ce que nous dit bien Raymond Aron dans la citation en dessous. La guerre constitue simplement une des phases du commerce. Il emploie ici le terme de commerce dans son sens assez ancien d'interaction, de relation. La guerre constitue simplement une des phases du commerce entre les États, phase que spécifie l'emploi réciproque de la violence physique. La guerre ne suspend pas les relations entre les États, elle leur donne une dimension supplémentaire, celle de la violence mutuelle. Cette conception, par ailleurs, elle insiste bien sur le fait que, d'une part, la guerre ne surgit pas de nulle part, elle surgit d'une situation politique précédente, et elle est simplement la continuation de cette situation politique. Les États, choisissant, pour régler cette situation politique, de recourir en complément à la force. Donc on a bien une continuité, au moins ici, dans le différent politique qui caractérise fondamentalement la guerre. Et puis par ailleurs, on a l'idée ici que on a une continuité, non pas une rupture dans le déclenchement de la guerre. Bien souvent, en fait, on a une conception et qui est très profondément ancrée dans la mentalité américaine, qui consiste à dire que le déclenchement de la guerre marque l'échec de la voie diplomatique des négociations. Et donc, comme ça marque l'échec de ces autres instruments, ces autres instruments ont échoué, on les met de côté, on n'emploie plus que la force. On n'emploie plus que la force, et à ce moment-là, l'objectif, c'est plus de négocier, c'est plus de faire des concessions, c'est d'obtenir une victoire totale
d'obtenir la capitulation inconditionnelle de l'autre. Et la culture stratégique américaine a été beaucoup influencée par cette vision-là, ce qui est source d'un certain nombre de difficultés d'ailleurs, concrètement dans la mise en œuvre de la politique étrangère américaine. Et c'est une idée qui est problématique, c'est une idée qui est fausse. En réalité, le déclenchement de la guerre marque pas fondamentalement le renoncement à d'autres moyens, marque pas la fin des négociations possibles, la possibilité d'employer d'autres moyens en parallèle à la violence. Et donc cette idée de continuité entre guerre et paix me paraît particulièrement importante. Et donc finalement, la guerre ici, elle est appréhendée non pas comme la confrontation des armées, mais plus largement comme le cadre global, social et politique, dans lequel se déroule cette confrontation des armées, mais à côté de laquelle peut coexister d'autres moyens d'agir vis-à-vis de l'autre, en puisant dans le spectre des outils disponibles pour les groupes organisés, pour les États. Est-ce qu'il vous reste le temps à utiliser? C'est ma dernière slide. En forme de synthèse justement de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et donc j'ai fait un petit tableau pour illustrer en fait qu'est-ce qu'on appelle guerre, qu'est-ce qu'on appelle paix dans cette conception. Alors si on part d'en haut, première question, est-ce qu'on a une bonne entente entre les États ou est-ce qu'on a des tensions, un différend qui existent entre eux? Bon, quand on a une bonne entente, quand c'est l'harmonie parfaite entre les acteurs, évidemment là il n'y a pas de doute, c'est la paix, il n'y a pas de conflit, tout va bien. Voilà. Et évidemment les acteurs ne recourent pas à la violence. Quand un différend émerge entre les acteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des différends qui émergent sur la scène internationale sont réglés de manière pacifique, sans recourir à la force. La norme est que la quasi-totalité des différends entre les États soit réglée sans recours à la force. Donc, on a un différend, mais on n'a pas d'emploi de la violence. On a une situation de conflit. Le différend provoque une situation de conflit, d'opposition des intérêts entre les acteurs qui ne sont pas d'accord. Mais pour autant, on n'a pas d'emploi de la force. On est en situation de paix. Un acteur peut décider de recourir à la force pour chercher à régler le conflit d'une manière qui lui soit favorable. Si on a un emploi unilatéral de la force, le conflit devient armé. On a un conflit qui est armé puisqu'on a bien emploi de la force. Mais comme on n'a pas réciprocité de l'emploi de la force, on reste dans une situation de paix, même si c'est un peu paradoxal, même si c'est un peu contre-intuitif, en tout cas dans la définition négative de la paix, ça joue. Et donc ça n'est que quand le différend amène les deux acteurs aux prises à recourir à la force, l'un contre l'autre directement, que le conflit armé qui les oppose peut être qualifié de guerre. On a réciprocité de l'emploi de la force. Et donc par rapport à notre point de départ tout à l'heure, où on nous disait la compétition est en train de brouiller la distinction entre guerre et paix. On voit que la conception classique de la guerre que je viens de vous présenter ici montre bien que la compétition ne brouille pas du tout la frontière entre guerre et paix. La compétition, l'existence d'un différend, elle est source de paix, ou elle est synonyme de paix quand il n'y a pas emploi réciproque de la violence. Elle devient guerre à partir du moment où on a un emploi réciproque de la violence. Et donc on a un critère de distinction ici très simple, très net, entre les deux. On n'a pas de brouillage de la guerre et la paix, on a simplement ici un manque de rigueur dans l'emploi de ces concepts de la part des auteurs. Aujourd'hui, la situation entre la France et la Russie est très tendue, certes. La France aide militairement l'Ukraine, certes. Pour autant, il n'y a pas de recours réciproque à la violence directe entre la France et l'Ukraine. C'est une situation de paix. C'est un conflit, c'est un différend, mais malgré tout, les mots ont un sens, les concepts ont des définitions. Ça n'est pas une guerre, il n'y a pas réciprocité de l'emploi de la force. Et puis, comme on l'a vu, la guerre dans cette acception élargie, où on ne la cantonne pas au champ militaire, mais où on accepte de prendre en compte toute une série d'autres domaines d'action, en fait, on voit bien que l'élargissement du champ de la lutte dont nous parlent certains auteurs a déjà été théorisé depuis très longtemps et a déjà été intégré dans la conception de la guerre. Si on a l'emploi d'une multitude de moyens en parallèle à la violence, on a guerre. Si on a l'emploi d'une multitude de moyens sans la violence, on a paix. Et donc, on n'est pas face à une transformation de la guerre, un changement de nature de la guerre ou quoi que ce soit.
On a simplement un concept, alors qui a un petit peu évolué effectivement par rapport à la conception ancienne, il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Mais voilà, c'est des choses qui ont été déjà bien intégrées dans le concept de guerre. Et donc, évidemment qu'on peut parler de guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, puisqu'on a réciprocité de l'emploi de la force, peu importe ce que nous dit Vladimir Poutine sur cette situation. En revanche, et c'est un débat qui est revenu par rapport à est-ce que la vente d'armes par la France à l'Ukraine fait de la France un co-belligérant ou non, la réponse elle est très claire, conceptuellement en sciences politiques, mais également en droit international, la réponse elle est négative. On ne peut pas parler de guerre entre la France et la Russie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, la parole est à vous. Maintenant, si vous avez des questions. Voilà. Moi, j'aurais une première question. Si tu veux bien. Est-ce que ça changerait, parce qu'a priori, peut-être qu'après on ne sait pas tout, parce qu'il ne faut pas tout dire, je ne sais pas tout, mais est-ce qu'a priori on vend des armes, on fournit des armes, on vend certainement d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ce soit gratuit cette histoire, on vend des armes à l'Ukraine pour se défendre, est-ce que ça changerait de nature si c'était des armes directement offensives? Offensives. Pour la qualification de guerre dans le cas de la France ? Oui. Non, ça ne changerait pas, puisque la France ne serait pas elle-même directement partie au conflit, dans le sens où elle ne choisirait pas elle-même de recourir à la force. C'est une manière détournée de lutter contre les Russes, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On peut parler de guerre par procuration d'une certaine manière, mais en gardant à l'esprit qu'une guerre par procuration, ce n'est pas une vraie guerre, puisqu'on n'a pas réciprocité directe de l'emploi de la force. Donc, quelle que soit la nature du soutien militaire apporté par la France ou les autres États occidentaux à l'Ukraine, ça n'en fait pas partie au conflit, et donc on ne peut pas parler de guerre directe entre eux. Si la France venait à déployer des soldats en Ukraine pour combattre, là, ça serait une guerre. Est-ce qu'on peut parler de guerre entre l'État d'Israël et les Palestiniens? C'est une très bonne question. Moi, j'ai tendance à penser que ça dépend en fait du moment. Ça dépend du moment, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse parler de manière continue d'une guerre entre ces acteurs, mais il y a des épisodes par moment d'emploi réciproque de la violence. Donc en fait, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on est dans une disposition permanente à s'affronter. Je ne pense pas que au quotidien, les deux soient dans une logique d'emploi de la force, mais ça leur arrive de décider effectivement l'emploi de la force dans le cadre de leur relation. Donc, c'est un petit peu bizarre comme idée, mais en fait, je pense qu'on a des successions de guerres assez rapides, assez brèves, et de périodes de paix, plutôt qu'une longue guerre en fait continue entre eux. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais parce que il suffit qu'un Palestinien passe un checkpoint de manière inappropriée pour le point de vue israélien et il sera tué. Donc il aura emploi de la violence. Et ouais, mais là, c'est quasiment quotidien. Effectivement, mais là, pour le coup, c'est pas une violence à proprement parler entre groupes organisés dans ce cadre-là, je pense. C'est-à-dire que, ou alors, et c'est pas sûr qu'on puisse parler de réciprocité de l'emploi de la force dans cette situation-là. Si je peux me permettre, vous disiez qu'en fait, l'état de guerre, bon, certes, il suppose l'emploi réciproque de la violence, déclarée, mais pas forcément permanente dans le geste. Mais ce qui est clair, c'est qu'en Palestine, ça fait un demi-siècle à peu près, qu'ils sont dans une situation d'un état de guerre déclaré, avec en permanence la violence qui va se déclanger ou pas, plus ou moins à un niveau ou à un autre, mais c'est en permanence ça. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est typiquement une situation de conflit
qui active la violence de façon latente ou effective, mais qui est toujours présente. Donc, je veux dire, pour moi, c'est typiquement de la guerre à temps plein, quoi, je veux dire. Alors en fait, j'ai pas employé l'expression état de guerre jusqu'à présent, et en fait, la notion d'état de guerre en relations internationales, elle a un sens bien précis, qui n'est pas le sens en fait qu'on lui accorde spontanément dans le langage courant. L'état de guerre en relations internationales, c'est en fait, et c'est un auteur qui s'appelle Kenneth Waltz qui l'a théorisé, qui nous dit que l'état de guerre en fait se caractérise par la possibilité du recours à la force, mais pas nécessairement par la décision de recourir à la force. Donc, entre des États qui sont armés jusqu'aux dents, qui se font face, etc., on est dans un état de guerre, évidemment, mais cet état de guerre ne signifie pas nécessairement une guerre effective. Et donc, en fait, il y a une distinction à faire ici. L'état de guerre n'implique pas la guerre. On peut avoir un état de guerre en paix, paradoxalement. On peut avoir un état de guerre sans guerre effective, sans décision politique d'employer la force. Et donc, en l'occurrence, moi, je qualifierais plutôt cette situation Palestine-Israël, donc d'état de guerre, il n'y a aucune ambiguïté, dans le sens où, de part et d'autre, l'emploi de la force est une option qui est constamment envisagée, mais qui n'est pas constamment décidée. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes, des épisodes de violence où on va se dire, à ce moment-là, pour marquer des points, on va recourir à la force, mais ensuite, on arrête de recourir à la force. Et donc, on a plus des épisodes comme ça de violence épisodique, qu'on peut spontanément à ce moment-là qualifier de guerre s'il y a bien réciprocité, etc. Mais qui, à mon avis, sont plus épisodiques que continus. On est plus dans une situation d'état de guerre sur le temps long, parce que la plupart du temps, somme toute, malgré les traitements, malgré les conditions évidemment, on est dans une situation où je ne pense pas que les deux acteurs choisissent et décident et continuent à décider de recourir à la force. Et puis en plus, dans la communication israélienne, ils disent que justement ils interviennent que par réaction, c'est parce qu'ils ont été agressés qu'ils ont par réaction. Ils ne reconnaissent pas l'État palestinien, donc finalement c'est un État qui se fait agresser par des groupes terroristes, voilà. Donc finalement ils se débrouillent avec une communication qui les met à l'abri d'une certaine manière d'être montrés du doigt comme étant belligérants et en état de guerre. Donc même si ça dure effectivement plus de 50 ans, ils ont abougri l'État palestinien à pas grand-chose, finalement, à des territoires occupés. Non, là, c'est ce que je parle. Mais est-ce que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait d'une certaine manière reconnaissance mutuelle des belligérants? Parce que dans certains cas, il y a des faits de résistance, mais cette résistance va être discréditée par l'autre belligérant sous prétexte de terrorisme, etc. Enfin, bon. Pour prendre un exemple très concret, ce qui se passait pendant l'occupation en France, les résistants n'étaient pas considérés comme des belligérants par les Allemands et par les pétainistes. Ils étaient considérés comme des traîtres, et non pas comme des belligérants. Ouais. Alors en fait, la réponse que je vous ferai à cette question, c'est que moi, mon regard, c'est un regard de sciences politiques, de relations internationales, et du point de vue de ma discipline, la reconnaissance n'est pas un critère important. Pour un juriste, ça le sera, mais pour un politiste, ça ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le phénomène social. Peu importe le discours que tiennent dessus les acteurs. Si un acteur ne veut pas reconnaître l'existence d'un autre acteur, d'un autre groupe organisé, c'est son droit, il peut ne pas le reconnaître. Mais nous, en tant qu'observateurs de la réalité sociale, on doit constater qu'il existe, peu importe ce qu'en dit l'autre État. Et ici, un autre exemple très pertinent, c'était ce qu'on avait appelé le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Les États occidentaux refusaient de le reconnaître comme État. Quand on observe la manière dont il était organisé, constitué, etc., il remplissait les critères de définition en sciences politiques d'un État. Pour des raisons politiques évidentes, les États occidentaux ne voulaient pas le dire, ne voulaient pas le reconnaître, évidemment, ne voulaient pas lui donner une légitimité en lui attribuant ce qualificatif d'État.
Mais là, c'est un discours politique, c'est pas un discours universitaire ou scientifique. Et donc, voilà, il y a des motifs politiques derrière ce discours. Et donc, pour parler de guerre, peu importe, si l'un des acteurs ne reconnaît pas officiellement l'existence de l'autre, ça ne change pas grand-chose. On peut parler de guerre malgré tout. Et pour pousser un peu le curseur, est-ce que par exemple, bon là, il y a en ce moment un feuilleton sur Arte qui parle de l'enlèvement d'Aldo Moro par les BR. Est-ce que par exemple le conflit qui opposait l'État italien et les Brigades Rouges et d'autres groupes armés en Italie à la fin des années 70 était une guerre? Ou est-ce que c'était simplement une opération de maintien de l'ordre? Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut parler de guerre dans des cas de ce type, même si ça ne sera pas une position partagée par beaucoup. À partir du moment où on a bien un groupe organisé, alors il faut vérifier dans quelle mesure il est bien organisé, et à partir du moment où on a un groupe organisé qui décide de recourir à la force et qu'en face l'autre groupe répond en recours à la force, peu importe la forme qu'ont ces groupes, peu importe la forme que va prendre la violence de ces groupes, je pense qu'on peut parler de guerre. Donc dans des luttes comme ça, d'indépendance nationale, dans des luttes de mouvements terroristes, de recours à des méthodes terroristes qui s'inscrivent dans la durée, je pense moi ça me choque pas de parler de guerre dans ce genre de situation. Ouais, si par exemple, si j'ai suivi, bon, c'est pas simplement que des affrontements armés et que ce qui définit le critère de guerre, c'est le degré de violence et que la violence peut être de plusieurs natures. Est-ce que par exemple ce que vit Cuba depuis 60 ans avec les États-Unis, cet embargo économique, etc., est-ce qu'on peut parler d'état de guerre? Alors, parler d'état de guerre, oui, dans le sens où l'emploi de la force par les deux acteurs l'un contre l'autre est une possibilité, mais simplement une possibilité. Donc on peut parler d'état de guerre dans le sens bien précis que, je vous disais, les relations internationales donnent à cette notion. Donc peut-être pour illustrer un petit peu ce concept, la France et l'Allemagne ne sont pas dans un état de guerre aujourd'hui, puisque il n'y a pas de préparatifs militaires de surveillance des frontières. Quand l'Allemagne achète des tanks, les états-majors à Paris ne s'en inquiètent pas. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on anticipe la possibilité même d'un recours à la force de la part de l'autre. Donc on n'est plus dans une situation d'état de guerre. Entre deux États qui n'ont pas renoncé à la possibilité de recourir à la force entre eux, on peut parler d'état de guerre. Donc là, dans la situation de Cuba et des États-Unis, on peut potentiellement parler d'état de guerre. Après, est-ce qu'on peut parler de guerre? Là, la réponse est négative, puisque les États-Unis ils continuent à mettre en place des sanctions très importantes contre Cuba, mais ne recourent pas à la force directement contre le régime qui ne répond pas lui-même par un recours à la force. Donc là, on a l'emploi d'autres moyens dans le cadre de cette rivalité pour affaiblir le régime, pour nuire à son soutien populaire sur l'île, mais c'est pas une guerre. Dans la suite de ce raisonnement, la diapo que vous aviez avant, là, elle disait quelque chose que j'ai pas eu le temps tout à fait de... La guerre comme cadre global, social et politique, au sein duquel se déroule effectivement la confrontation violente des armées. Donc, quand on lit ça, ça pourrait vouloir dire effectivement que la guerre est un espèce d'état permanent qui se déroule dans différents domaines, enfin de différentes natures, sociales, économiques, et qui prend exceptionnellement la forme d'une confrontation violente des armées. C'est ce que je comprends moi quand je dis ça. Et c'est vrai que voilà, c'est l'inverse de ce que j'ai envie d'appréhender, puisque je préfère imaginer que notre cadre global est plutôt un cadre global, puisque malheureusement, ça m'a dérangé cette phrase-là. Il faudrait peut-être rajouter un adjectif cadre global bilatéral, c'est-à-dire dans la relation entre deux acteurs. La relation entre deux acteurs peut prendre deux formes différentes, la paix ou la guerre.
Et quand il n'y a pas de recours réciproque à la violence entre eux, leur relation bilatérale est une relation de paix. Quand il y a recours réciproque à la violence entre eux, leur relation bilatérale donc, est peut-être qualifiée de guerre. Et là, j'entends la guerre comme cadre global, puisqu'en fait, dans cette relation spécifique entre eux, qu'on appelle guerre, ils vont pouvoir recourir à différents instruments, et ils vont également nécessairement recourir à la force, donc les deux armées vont s'affronter, et cette confrontation des armées existe, mais inclut dans ce cadre plus global qui est la forme particulière des relations que se met en place entre les États, et en l'espèce la guerre. Donc la guerre en fait inclut la confrontation violente des armées, mais en fait là quand je parle de confrontation violente des armées et des guerres, en fait j'emploie la confrontation violente des armées dans le sens qu'on donnait au terme de guerre par le passé quand je vous disais on cantonnait la guerre à la simple dimension militaire des relations entre les États. Donc et ce que je dis en fait c'est que simplement que cette conception initiale de la guerre, moi je la renomme, j'appelle ça confrontation violente des armées, donc la lutte entre les deux armées face à face. Et cette lutte, en fait, elle est incluse dans un cadre plus global, qui est celui de la relation bilatérale entre les deux acteurs. Et c'est à cette relation-là que j'accole le terme de guerre. D'autres questions? Sûrement. Vous savez, l'adage qui veut la paix prépare la guerre. Bon, j'ai plutôt tendance à penser qui veut la paix prépare la paix, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Du coup, je fais la transition pour la prochaine fois avec les relations internationales. Mais en fait, je pense à ça parce qu'en tête, j'ai la Corée du Nord, des choses comme ça, vous voyez. Ouais. Voilà. C'est en paix, mais en même temps. on a beaucoup d'études en théorie des relations internationales qui pointent la possibilité d'établir entre les groupes un sentiment d'attente pacifique réciproque. Donc il y a la possibilité de fonder les relations entre groupes organisés sur la disparition de cet état de guerre, sur la disparition de l'attente de guerre. Éliminer la guerre comme possibilité dans le cadre des relations entre les États. Ça peut être fondé sur les échanges économiques, sur les rapports entre les sociétés, sur les régimes politiques qui vont être mis en place. Donc on a un certain nombre de facteurs qui ont été identifiés comme pouvant favoriser l'établissement de relations sincères de paix, et donc de sincères de paix ici vraiment dans le sens où la guerre n'est plus une possibilité envisageable. Néanmoins, ces espaces, c'est plutôt des îlots face à un monde qui, lui, est plutôt marqué encore par la conflictualité et par la menace et la possibilité du recours à la force. Et malheureusement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'a rappelé récemment. Et dans ce contexte-là, en fait, comme on le disait, la guerre, c'est une relation bilatérale, on est deux. On ne maîtrise pas l'attitude de l'autre. On ne sait pas comment lui va se comporter par rapport à nous. Et le risque, potentiellement, c'est de se retrouver dans une situation où lui nous attaque sans que nous, on ait les moyens de répliquer. Et donc, malheureusement, on ne peut pas compter que sur ces différents facteurs qui permettent d'établir un sentiment d'attente pacifique réciproque. Pour convaincre d'autres acteurs de ne pas nous attaquer, c'est la dissuasion qui peut jouer, conventionnelle avant tout, nucléaire peut-être. Et donc c'est bien vos capacités militaires qui vont convaincre un État de ne pas vous attaquer. Et donc ici, effectivement, le maintien de la paix, c'est-à-dire convaincre l'autre de ne pas nous attaquer, repose un minimum sur les capacités militaires qu'on a pour le convaincre de ne pas prendre le risque de nous attaquer. J'ai une question à vous poser, moi. Est-ce que l'état de fait de manifestants comme on en a ces temps derniers, ils sont nombreux, et la police qui est potentiellement organisée, et donc il y a un état de guerre, puisque potentiellement on ne s'interdit pas de s'affronter. Non, parce que le critère qui n'est pas rempli ici, c'est celui des groupes organisés. Les manifestants ne sont pas... Pour la police, ils sont organisés, déjà. Ça, c'est organisé. Donc la police, oui, en tant que représentant de l'État, là c'est l'État français plus que la police. Donc là, on a bien une organisation politique organisée
dans le sens vraiment clair du terme. Par contre, les manifestants ne sont pas une organisation politique dans le sens bien spécifique en fait d'entité politique. Je parle vraiment l'entité politique. En fait, c'est une entité qui est souveraine, qui est son propre centre décisionnel et qui ne reconnaît pas d'autorité supérieure à la sienne. C'est pas un groupement politique, simplement un rassemblement de personnes qui partagent des idées communes. Donc, les manifestants sont plus un rassemblement de personnes comme ça, qui peuvent entretenir certains liens entre eux, mais qui ne constituent pas à proprement parler un groupement politique au sens classique de la sociologie en fait politique. Ça n'est pas, ils ne sont pas soumis à l'autorité d'un chef qui est l'autorité suprême de commandement sur ces manifestants. Le jour où ça arriverait, on pourrait potentiellement parler de guerre. Mais la norme, c'est plutôt que les manifestations soient relativement, je mets des guillemets, désorganisées, ou en tout cas qui ne correspondent pas à une organisation qu'on appellerait politique. Voilà, dans le sens bien spécifique ici du terme de politique. Pourtant, en 32-33 en Allemagne, ce qui était des groupes politiques clairiens, etc., se comportaient, enfin, ils cassaient la gueule aux autres, etc. Et ils sont arrivés au pouvoir par une grande intimidation aussi de la population. Énormément de pression, enfin, il y avait des cassages de gueule, etc., etc. On était loin de la démocratie au sens où chacun a son idée en tête et fait ce qu'il veut. Hein. Il y avait vraiment les chemises brunes et tout ça. Enfin, c'était quand même... C'était un état de guerre. Ben oui, c'était un état... Ils installaient un climat de guerre. Le climat s'est réchauffé. Et moi, je voudrais juste, si j'essaie de me dernier, qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'attrition? Alors, en fait, ça fait écho à une stratégie militaire particulière qui consiste à essayer de grignoter les capacités militaires adverses en les détruisant progressivement. Donc, en fait, c'est un recours un petit peu bête et méchant, avant tout à la puissance de feu, pour infliger constamment des dégâts à l'autre et pour lui causer toujours plus de pertes au fur et à mesure. C'était comment le terme? Attrition. Attrition. Ah, attrition. Pas d'autres questions? On ne va pas manquer de nous dire que c'est la guerre demain, précisément. Parce que comme vous le disiez justement, on évite le terme de guerre quand il s'agit de guerre, pour reménager les effets anxiogènes potentiels. Par contre, on sort le terme de guerre quand on a besoin de faire monter le niveau anxiogène. Oui. Ça pourrait bien nous arriver bientôt. Ouais. Très bien. Bon, on va peut-être clôturer si vous n'avez pas d'autres questions ou contradictions à apporter à sur ces définitions. On continuera la semaine prochaine avec le nucléaire. Mais la semaine prochaine, ce sera... On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera beaucoup plus concret, beaucoup moins théorique la semaine prochaine. Je commencerai, je pense, par une présentation de qu'est-ce que c'est que les armes nucléaires, parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler, mais on a un peu perdu de vue ce que ça représente. Et après, je passerai en revue certaines des grandes évolutions du moment. Donc la disparition de la maîtrise d'armement en ce moment, avec la remise en cause de plusieurs traités, les évolutions des arsenaux militaires, notamment la Chine qui est dans une politique d'armement très importante ces dernières années. Ça ne sera pas très réjouissant, je préviens d'avance. Voilà. Mais malheureusement, c'est le lot du monde, quoi. Donc, c'est bien d'en parler aussi. Oui. C'est intéressant d'en parler. Et donc, on vous remercie d'avoir bien Merci. Merci.